refait le Mac, le podcast chaque semaine. Vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom, mais également sur notre chaîne sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo, sur iTunes, sur Clubic une semaine sur deux, mais également sur le CD-ROM du magazine iCreate, dont voici la couverture avec le Mac App Store, le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Toute l'équipe de Refait le Mac, du moins une partie, revient de Londres. On nous a présenté l'iPad 2. Tout de suite, c'est le sommaire. Steve Jobs, et cela fait plaisir, en forme, n'a laissé à nul autre le soin de présenter l'iPad 2. La nouvelle génération de la tablette tactile d'Apple est arrivée sans révolution, plus fine, plus légère, plus rapide et dotée d'une caméra. Elle répond aux offensives des autres constructeurs de tablettes sous Android qui, un an après l'apparition de l'iPad, tentent désormais de croquer la pomme. Que vaut le nouvel iPad? Doit-il craindre la concurrence? Comment interpréter le retour du patron d'Apple? Sans oublier, en fin d'émission, nos coups de cœur, nous en débattrons tout juste de retour de Londres où nous avons testé en avant-première la nouvelle tablette d'Apple. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me. Avec comme invité cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Salut Olivier, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, c'est au moins depuis l'Eurostar du retour ce matin. Ouais, alors on est un peu décalqué parce qu'on s'est couché très tard hier soir, on s'est levé très tôt. Extrêmement tôt pour rentrer tôt, contrairement à tous nos confrères qui sont restés passer la journée à Londres pour faire du shopping. Sinon on n'irait pas eu de Refait le Mac ce soir, voilà, tout simplement. Et toutes les autres choses qu'on a faites dans la journée parce que nous... Oui, accessoirement. Oui, voilà. Et comme invité également, Rodrigo Sepulveda-Schulz, investisseur, podcasteur, blogueur. Ça va bien, Rodrigo? Pas mal. Le Télégraphe, journal anglais, je ne sais pas de quelle qualité aujourd'hui, a fait un classement à la con. Et je suis 4e investisseur dans la tech, le plus affluent en Europe. C'est pas vrai. Twitter, quoi. Influence sur l'usage des réseaux sociaux. Mais c'est deux courbes qui se... Enfin, voilà. Non, mais tu leur as fait un chèque, c'est ça? Non, mais ce qui est marrant, c'est le nombre de spam que j'ai dans ma boîte mail depuis ce matin. D'accord. Bonjour, nous sommes une session de Business Angel de Chypre et on aimerait travailler avec vous. Une petite pensée pour Monsieur X qui n'est pas là ce soir. Voilà, c'est pas de chance pour lui. Il a cassé sur le discuteur de son MacBook Pro juste avant le début de cette émission. C'est vraiment très fragile les discuteurs des MacBook Pro. Pauvre naïf. Tu crois que c'est un accident? Tu remarques qu'à chaque fois que vraiment il serait dommageable pour Apple que Monsieur X apparaisse dans ce podcast, tout à coup une panne. C'est comme toi t'as des disques SSD qui tombent en panne, qui n'existent pas. Qui n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais, sauf à toi, juste à l'heure de l'enregistrement. C'est comme le classement dont refait le Mac sur iTunes. À mon avis, il n'y a aucun hasard. Sans commentaire. Messieurs, l'événement, c'est l'arrivée de l'iPad 2, mais avant l'événement, avant de parler de l'iPad 2, ce qui a créé la surprise lors de cette keynote, c'était bien sûr la montée sur scène de Steve Jobs. Il ne voulait pas que ce soit une autre personne apparemment que lui pour présenter l'iPad 2. Comment on peut interpréter ce retour, messieurs, sachant qu'officiellement, il est en congé maladie? Cédric. D'abord, il est en congé maladie, mais c'est lui le patron. Donc, en gggros, il se signe son congé tout seul et il se le désigne s'il a envie. Si tu es en congé maladie demain, tu peux pas aller au boulot. C'est pas lui. Selon certains sites de rumeurs, il était en mauvais état, le garçon. Là, on voit bien qu'il allait mieux. Ça faisait 24 heures, en fait, qu'il y avait quelques papiers sur Internet disant... Steve Jobs pourrait faire une apparition, etc. Et c'est vrai que, par exemple, on a vu des keynotes précédentes où il était là, mais il était là à peine la moitié du temps, etc. Et là, non seulement il était là, non seulement il avait l'air en forme, il avait l'air au moins aussi en forme que les deux keynotes où moi j'étais l'année dernière, mais il a été là du début à la fin, il a vraiment fait le show, quoi. Et c'est rassurant, ça fait plutôt plaisir à voir. Il était assez en forme pour dire plein de méchanceté sur la concurrence. Voilà, enfin, c'est le même, c'est tel qu'en lui-même, quoi. Rodrigo, tu crois vraiment que c'est un message qu'a envoyé Steve Jobs, notamment au marché? On sait que les actionnaires s'étaient un petit peu rebellés contre Tim Cook lors de l'assemblée des extraordinaire des actionnaires la semaine dernière, et où les actionnaires demandaient à la direction d'Apple de mettre en place un plan de succession. Là, c'est quand même un beau message, non, qu'il envoie. Moi, j'en resterai à ce qu'il a dit lui-même sur scène. On a bossé tellement longtemps sur la sortie de ce produit que j'avais envie de le lancer moi-même. Tout le reste n'est que spéculation.
Il y a un truc d'ailleurs, mais c'est un détail probablement. Moi, je me souviens le lancement de l'iPad original. Évidemment, il y avait eu le plan sur This is iPad, tout ça. Et puis après, il s'était mis dans un fauteuil, il avait fait des démos, etc. Là, je peux me tromper, parce qu'il faudrait que je revoie toutes les images de la keynote, mais à aucun moment, il ne tient l'appareil dans les mains. Il le montre pas. Il y a pas ce plan où, comme à chaque fois, il a le truc dans la main, toutes les. Oui, comme il avait introduit l'iPad, tous les iPhones, les iPads, il le sort de sa poche, dans les présentations de Steve où il passait la main aux autres, mais dans les autres, il passait la main au chef de produit qui présentait le truc. Là, peut-être qu'il passait la main pour juste se reposer un petit peu avant de repasser. Moi, je le trouve très maigri sur les images. Oui, non, mais c'est normal, ça. Non, mais moi, je trouve pas il ne s'agit pas de faire un bilan de santé. Il ne s'agit pas de faire un. Il ne s'agit pas de faire un bilan de santé Steve Jobs, mais avec Obama l'autre jour, on se demandait s'il était vivant ou pas. Mais oui, il l'est. On a vu des photos, on a vu de dos, donc on ne savait pas si c'était lui ou pas. Bon, là, on le voit. Oui, c'était. Ça dit juste qu'il est vivant. Je ne sais pas si ça envoie un signal. Non, mais ce qui est intéressant, Rodrigo, et j'insiste encore sur ce point-là, c'est quelque part, il enfonce le clou et il dit la succession, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et c'est moi le patron. Oui, parce qu'on a même pas vu Tim Cook, on n'a pas. Enfin voilà, il n'a pas sorti le. Tim Cook, on n'a pas vu la soirée. C'est comme ça pourrait d'un autre côté être le chant du cygne. Hein. Moi, non, bah là, je pense que c'est de la spéculation. Là, on rentre dans une spéculation assez terrible. Oui, non, mais c'est ce que je disais. Moi, j'étais très impressionné par l'update, surtout des chiffres de l'activité d'Apple globale. Ouais. Ça, c'est le patron qui le fait. Ça, c'était très très bien. Ça peut être le champ de signe ou pas. Donc moi je resterai juste au fait qu'il s'est pointé, c'est très bien qu'il soit pointé, il est vivant, voilà. Messieurs, parlons de l'iPad 2. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce bel objet, hein? C'est pas vraiment vraiment une révolution, hein. On en avait parlé dans cette émission. C'est une évolution par petites touches. On peut dire de manière générale, Cédric, qu'Apple reprend la main sur la concurrence. On l'avait vu lors de l'émission sur le Mobile World Congress que la concurrence s'était un petit peu excitée. Eh bien, Apple s'est aligné. Oui, Apple s'est aligné en termes de performance. C'est-à-dire processeur double cœur, moteur graphique puissant, etc. C'est-à-dire toutes ces choses qu'on a vues dans les machines dévoilées au Mobile World Congress, mais qui ne sont pas disponibles aujourd'hui. Donc certaines seront disponibles juste avant l'iPad, d'autres juste après. Bref, le printemps va être vachement intéressant. Mais il n'y a pas dans la technologie de longueur d'avance particulière maintenant de l'iPad. Moi, depuis que je suis descendu de l'Eurostar ce matin à Paris, évidemment, tous les gens me disent « Ah, t'as vu l'iPad 2, alors il est comment ?» J'ai envie de leur dire, c'est la nouvelle Mégane. Tu vois, on connaissait la Mégane, elle est bien, et la nouvelle Mégane, elle est un peu mieux, et ils l'ont redesigné un peu. Là, en l'occurrence, la nouvelle Mégane, elle est plus fine, elle est plus légère. Et c'est ça qui frappe d'abord, parce que ça faisait partie, pas tant la finesse que le poids, des reproches qu'on faisait à la machine. Celui-là, qui est l'ancien, hein, je précise. Ouais. Le tenir à bout de bras pendant longtemps, c'est un peu lourd. Enfin voilà, bon bref. C'est la fameuse pub Amazon pour le Kindle, où on voit au bord d'une piscine une fille avec son Kindle qu'elle tient d'une seule main. Alors outre les problèmes de rétroéclairage, l'autre, son voisin lit un bouquin sur un iPad sur une tablette avec les deux mains. On sent bien que c'est plus lourd, etc. C'est important parce que de fait, c'est quand même une machine qui est faite pour être portable, et c'est intéressant parce que même si la différence de poids objective est de quoi, j'ai peur de dire une bêtise, mais c'est une grosse centaine de grammes. On a l'impression de sentir vraiment la différence quand on le tient en main. Ouais. Alors est-ce que c'est un truc purement psychologique? C'est ce qu'on disait sur la différence entre le kilo de plume et le kilo de plomb. Le fait que la machine soit plus fine, est-ce que ça vous donne l'impression qu'elle est aussi plus légère, plus encore que la réelle différence de poids? Je sais pas, mais de fait, on a l'impression que cette machine est plus légère. Ouais, 33% plus fin, c'est vrai que visuellement ça joue beaucoup. Qu'est-ce que tu en as pensé quoi, toi, Rodrigo, du nouveau design, du lifting de cet iPad? Ouais, c'est une évolution, quoi. C'est une évolution. Cette semaine, on a mis du beurre dans les épinards, tu vois. C'est chouette qu'ils aient corrigé les quelques bugs conceptuels qu'il y avait dans la V1. C'est une V1.1, quoi. C'est rien. Elle est un peu plus fine, so what. Elle va plus vite, on s'en fout. De toute façon, ça allait suffisamment vite avant. Non. Je continue. La caméra, aucun intérêt. Ouais. Le lancement de GarageBand et de machin, j'ai pas mon iPad pour ça. Ça m'apporte rien de plus. Même le petit cover joli, c'est mignon, quoi. Ça n'apporte rien de plus. Là où j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant comme keynote, et j'y reviens, c'est l'intro. C'est l'intro de Steve Jobs au début sur le business. Il annonce des chiffres sur 9 mois. Il annonce près de 10 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 9 mois sur un nouveau produit. C'est le produit de consommation technologique grand public à la croissance la plus rapide de toute l'histoire.
C'est quand même absolument énorme. Ouais, ça veut dire que c'est chiant. Ouais, non, mais ça veut dire, écoute, $1 milliard de chiffre d'affaires par mois, c'est juste pour comparer, hein, c'est 5 ou 6 fois ce que fait Free par an, tu vois, juste sur un produit pour eux. C'est énorme. Et il a également montré d'autres chiffres. Il a montré qu'il a réinventé Apple en 10 ans. Apple qui a 30 ans, il a réinventé d'abord avec l'iPod, ensuite avec l'iPhone, ensuite avec l'iPad. Ça fait la grosse majorité de son chiffre d'affaires maintenant, ça fait 2/3. Ça c'est vraiment, vraiment étonnant. Et puis moi j'ai beaucoup apprécié la vidéo qu'il a montrée sur les usages de l'iPad. Encore une fois, c'est un appareil qui a 10-11 mois sur le marché, qui est utilisé partout sur l'éducation. Il a montré ça sur l'autisme, sur la santé, sur le business avec Marc Benioff. Il a créé une nouvelle catégorie de produits. Il en a plus de 90% de part de marché, dit-il. Il a 65 000 applications. Moi, je trouve que c'est un succès absolument phénoménal. Donc, la présentation, c'est pas tant sur l'iPad 2 que sur la catégorie iPad et tablettes, ce qu'ils en ont fait. Et c'est une synthèse au bout d'un an, quasiment. From scratch, Rodrigo. From scratch. Quoi, from scratch, bien sûr. Moi, pas tout à fait. Enfin, c'est un iPod plus grand, mais... excuse-moi, le marché n'existait pas. Non, mais je suis d'accord. Il y a un an, jour pour jour, lors du lancement de l'iPad, tout le monde disait mais pourquoi ils sortent pas un netbook? Il faut sortir un netbook. Et aujourd'hui, moi je trouve ça absolument extraordinaire en termes de chiffres, de pénétration, tout ça. La seule chose, le seul commentaire que je dirais sur les nouvelles spécificités, encore la caméra, je suis pas du tout convaincu. C'est sur le processeur, sur la partie graphique. Ils sont pas très présents dans le jeu aujourd'hui, Apple. Il insiste 2 fois plus puissant sur la processing power, donc on s'en fout, mais peut-être jusqu'à 9 fois sur la partie vidéo. Ça veut dire, ils ont montré des vidéos qui veulent attaquer le segment du marché vidéo. Alors juste pour, je sais, je suis chiant, mais c'est 83 milliards de dollars, le marché du jeu vidéo. Le logiciel, c'est 60 milliards. C'est plus que toute la publicité sur Internet. Si on regarde le produit comme ça, uniquement ses spécifications sur le papier, voilà, où on est Apple aujourd'hui. On voulait beaucoup de gens dès la première version, et on soupçonne même Apple d'avoir fait exprès pour trouver une valeur ajoutée à la deuxième version. Il n'y avait pas de caméra, là elle est enfin arrivée. Une caméra HD auto, bon, on a vu Cédric à Barcelone qui avait carrément des tablettes avec du Full HD 1080p. Là on est en 720p. Il y a même des tablettes, notamment chez LG, qui font des caméras en 3D carrément pour des prises de vue en 3D. Bon bref, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que aujourd'hui, si on regardait uniquement l'état de l'art technique de l'iPad, on est justement au niveau des concurrents? Ouais, je pense que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils sont sur une espèce de ligne de départ à peu près la même pour tous. Alors évidemment, il y a des choix de design qui ne sont pas les mêmes. Il y a des écrans larges chez les uns, du 4 tiers chez l'iPad et chez HP, etc. Mais les résolutions se tiennent à peu près. Il n'y en a pas un qui est 4 fois plus, qui a des specs 4 fois plus impressionnantes que les autres, quel que soit le repère, que ce soit le processing, etc. Même si on n'a pas d'infos sur le fameux processeur A5. Voilà. On pourrait croire qu'Apple a une longueur d'avance parce qu'ils designeraient eux-mêmes leur propre processeur, l'A5, processeur double cœur. Non, je parle au conditionnel. J'ai passé une demi-journée sur Twitter à dire aux gens, il faut arrêter de dire des bêtises. Apple a acheté une boîte qui s'appelle PA Semi qui fait du design de microprocesseurs, mais les designs qu'on voit sortir pour l'instant ne sortent pas encore de PA Semi. Pour l'instant, ils sont allés voir ARM, qui est une boîte qui fait du design de processeurs, qui en vend à des dizaines et des dizaines de constructeurs. Et en gros, la puce A4 jusque-là, c'était un truc à 4 mains entre ARM, Intrinsity, qui est une autre boîte de design de processeurs, Samsung qui les fabrique, et Apple. Et les gens qui ont désossé un processeur A4 pour le comparer à ce qui se faisait ailleurs, ont dit, et j'ai la citation quelque part, les cœurs du processeur A4 et du processeur Hummingbird de Samsung, qui est aussi basé sur l'architecture ARM, sont impossible à distinguer, on n'arrive pas à trouver la différence. Oui, il avait passé au microscope électronique et ils étaient très ressemblants, effectivement. Le cœur du processeur était le même. Après, la configuration, la mémoire qu'il y avait autour était différente. Mais comme on disait à l'époque, ces deux processeurs, c'est comme des jumeaux, ils pourraient partager le même passeport. Moi, j'attends de voir désosser le processeur A5 pour voir si ça y est, est-ce que c'est vraiment un vrai processeur signé Intel. Steve a dit, et je l'ai noté mot à mot, parce qu'évidemment, on va vérifier, il a dit « Our chip guys have come up with this ». Voilà, nos mecs qui bossent sur les processeurs ont inventé ça. Mais je commence à comprendre des trucs sur la rhétorique et la dialectique chez Apple. Quand Apple dit « This is the least expensive », machin, quand ils sont sur des trucs purement factuels, d'ordinaire, ils ont raison, parce qu'on dit jamais les choses vraiment au hasard. Quand ils sont sur de l'opinion, en revanche,
Hier, Steve a dit une ou deux fois sur le fait que l'iPad avait été l'un des plus beaux lancements de l'histoire de l'électronique grand public. Il a dit « We think that it was, etc. etc. » We think, c'est de l'opinion. On ne peut pas vous attaquer sur une opinion. Et ça tombe bien parce qu'évidemment, l'iPad n'est pas, on le sait maintenant depuis décembre, le plus grand lancement de l'histoire de l'électronique grand public. Ça maintenant, c'est Kinect, 8 millions d'exemplaires vendus en 60 jours. Et alors après, on pourrait dire c'est le plus gros lancement en valeur, ce qui est très vrai aussi, mais pas en nombre. Est-ce que tu as ressenti une différence par rapport à ton iPad ? Pour la petite histoire, Apple avait préinstallé beaucoup de choses et donc on pouvait pas installer d'application, on pouvait pas, voilà, c'était assez compliqué les démos hier soir. Non, je pense que la différence, on la verra sur des applis très gourmandes. J'aurais aimé prendre le temps et j'ai pas pris le temps d'essayer iMovie par exemple. Parce que iMovie, il fonctionnera sur l'iPad première génération, mais il y a des fonctions qu'on n'aura apparemment, si j'ai bien compris, que sur l'iPad 2. Comme non pas des fondus enchaînés, mais des choses pour faire des réglages très fins d'une piste à l'autre, etc. Moi, j'avoue, depuis le jour où iMovie était sorti sur iPhone, j'avais envie d'avoir iMovie sur iPad, parce que quand même, il faut un écran un peu grand pour arriver à gérer ces pistes. J'avoue que c'est intéressant, d'autant que, et ça c'est un bénéfice intéressant, si imaginons qu'on ait une caméra ici, là où elle sera sur l'iPad 2, si je tourne quelque chose, plutôt comme ça pour être en écran large, et ben tout à coup la voir comme ça en main, c'est intéressant en termes de stabilité de l'image. C'est beaucoup mieux que de le faire à bout de bras avec un iPhone. En démo, il y avait quoi ? Il y avait Real Racing, notamment la petite simulation de jeu de voiture. Bon, moi, j'ai pas trouvé de différence avec mon propre iPad. Alors que c'est vrai que certains jeux, lorsque l'iPhone 4 est arrivé, tournaient beaucoup plus vite avec la 4. Là, apparemment, c'est pas le cas. On va voir. Effectivement, il faudra attendre l'arrivée de ces solutions comme GarageBand ou iMovie pour les voir tourner sur l'ancienne version et la nouvelle pour vraiment voir une différence. Mais au jour d'aujourd'hui, moi, j'avais pas ressenti de besoin de plus de puissance en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est qu'Apple est en train de pousser ses logiciels existants vers la tablette. Et n'hésite pas à lui faire cannibaliser des fonctions qui jusque-là étaient réservées on va y arriver, Cédric, mais pas trop vite. À l'ordinateur. Pour finir, on va en parler. Mais concrètement, si on parle, il y a beaucoup de gens qui ont critiqué un point. Ils ont dit il n'y aura pas de Retina Display. Bon, ça on l'avait dit, il n'y en aurait pas. On l'avait dit, c'était pas possible. Mais c'est pour ceux qui n'ont pas regardé l'émission la semaine dernière. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi il n'y a pas de Retina Display dans l'iPad ? Là, le Retina Display, c'est un affichage à 326 points par pouce. Si vous mettez 326 points par pouce sur un iPad, ça vous fait à peu près 5 millions de pixels à l'écran, c'est-à-dire 2 fois et demi la résolution de la télé Full HD qui est derrière toi. Ouais. Et ce que ça coûterait en écran, en puissance de calcul, les puces qui sont derrière pour driver les images, ce serait intéressant pour quelques usages comme la photo, Rodrigo l'avait dit, mais l'une des missions d'Apple, c'était quand même d'arriver à faire plus dans la même machine pour le même prix, parce que la semaine dernière, on se posait la question du prix. Si ça avait été plus cher, ça aurait été un petit peu... Et ils savent que déjà $500 ou euros à sortir pour un ménage normal, c'est pas du tout évident. Est-ce que je peux être chiant à nouveau là ? Je t'en prie, sors-nous des chiffres, vas-y. Si c'est pour parler d'argent, je ressors mes jingles. Allez, vas-y, je vais vous parler de mon site fétiche backperformanceguide.com. Ouais. Ah, voilà. Qui suit toutes les manières de faire un tuning de vos Mac. Et ils ont un graphique sur l'évolution du prix de la mémoire flash depuis un an. Et laquelle mémoire flash a été divisée en termes de prix par 4 depuis un an. Par 4. Alors le fait que Apple maintienne ses prix au même niveau, on est tous... que c'est quoi ? Flummoxed ? Vous avez, grâce à Steve Jobs, vous avez appris un nouveau mot, flummoxed. Mais en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il augmente ses marges parce que bien sûr. Peut-être ceux qui les achètent en volume, le garçon. Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il a optimisé sa chaîne logistique, il a optimisé son sourcing. Le fait qu'il ait tapé 15 millions d'iPads vendus lui permet d'acheter encore moins cher en volume. Mais surtout, peut-être qu'il attendait ça pour introduire des nouveaux composants tels que la caméra, par exemple, ou une CPU plus chère. Mais à mon avis, ce qu'il fait aussi, c'est qu'il augmente ses marges parce qu'il réduit ses coûts, il ne change pas le prix de vente, donc la marge augmente. Tout à l'heure, quand je disais, voilà, c'est quoi la valeur ajoutée aujourd'hui par rapport à la concurrence d'Apple, c'est-à-dire quand bien même l'iPad serait moins performante, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, puisqu'elle reprend à peu près les mêmes specs que la concurrence, il lui reste sa première valeur ajoutée, outre la pomme qui est au dos, ce sont son environnement, son écosystème, c'est 65 000 applications aujourd'hui. Ah mais bien sûr, il capitalise sur le fait d'avoir été premier et ça c'est absolument normal. C'est d'ailleurs pour ça aussi
que toutes les tablettes que tu vois sortir maintenant, les tablettes concurrentes, se battent pas ni sur le même format, ni... Ils essaient de botter en touche. Ouais. Mais c'est pour ça... Non, mais ils bottent pas en touche, mais se trouvent de vraies différences objectives qui font qu'on les compare pas uniquement sur les critères. Et ce qui est terrible pour les concurrents, c'est que même si tu as beaucoup de moyens, comme le cas d'HP, premier constructeur de PC au monde, qui a fait vraiment une tablette remarquable avec son modèle dont j'ai oublié le nom, comment elle s'appelle ? La Touchpad. Mais l'environnement, voilà, il part de zéro, donc ça va prendre du temps avant d'être crédible. En matière de mais regarde ce qui s'est passé sur la téléphonie, il va se passer la même chose. Alors il y a quand même eu quelques surprises, messieurs, des petites cerises sur le gâteau qui sont arrivées et qui presque on a parlé de ça plus que de l'iPad 2. C'est la nouvelle couverture magnétique, je ne sais pas si vous avez vu. Ça c'est merveilleux. Voilà, c'est assez étonnant. Ça c'est c'est vraiment le savoir-faire marketing d'Apple. C'est du pur Apple, c'est-à-dire que c'est pas très important. Mais ça fait toute la différence. Mais c'est si joliment fait. Ouais. C'est vraiment comme le sourire d'une jolie fille que tu croises dans la rue et que tu ne reverras jamais. Ça fait plaisir, c'est fugitif. C'est très joli. Si tu savais. Nous avons des noms. Et c'est vrai. Mais bon voilà, et de fait, le design de cette petite couverture que tu peux replier avec ces petites charnières magnétiques, c'est super. Et c'est vrai que ça résout le problème de la fameuse pochette noire. Qui était un ratage total. Hein. On la mettait dans le dos. Non, je suis pas d'accord sur le ratage total parce que c'est quand même bien designé. Moi, je l'ai depuis le début et elle est encore en vrai bon état et ça me sert tous les jours. Mais c'est vrai que c'est casse-pied. Essaye de la mettre dans un dock, tu verras. Exactement, tu peux pas mettre l'iPad sur un dock, c'est absolument casse-pied. C'est pas d'une praticité totale, mais honnêtement, par rapport aux autres pochettes que j'ai vues jusque-là, c'est pas la moins bien. Là, c'est pas mal. Sinon, de fait, le dos métallique qui est plat maintenant, ce qui est quand même plus pratique pour la poser sur une table, par exemple, sera plus protégé. Donc, on va rayer le dos joli. C'est quand même très triste. Ce sera l'occasion d'en changer, cher ami. Mais on a oublié de le dire. Quoi ? Le seul truc important, parce que Steve Jobs, c'est bien, tout ça, c'est bien. Il y a un iPad blanc. C'est vrai. And it will ship on the same day. It will ship on the first day. Yeah. Il sera disponible dès le jour de la sortie. Donc tout à coup, le critère de choix se complique x2 de manière exponentielle. Donc pour l'instant, il va falloir choisir entre noir et blanc et la couleur de la pochette que vous ne manquerez pas de mettre dessus. C'est une manière d'étendre leur marché en se disant qu'ils n'ont pas besoin de construire un inventaire pour chacun des produits avec une customisation comme ils avaient pu faire dans le temps. En termes d'inventaire, tu vois, pour les nanos par exemple, pour toutes les couleurs, là ils ont la couleur qui est séparée de l'appareil, donc ok, il faut un énorme effort, ils en font en 2 couleurs et après ils font des accessoires, voilà, ça permet de ratisser beaucoup plus large. C'est pas vraiment là ils vont faire beaucoup d'argent, bien qu'ils vont en vendre probablement à 50%. Ce qui est intéressant aussi, c'est le nouveau câble HDMI qui est arrivé, qui se branche sur la prise dock. Là, coup de cœur. Alors, oui, il y a un vrai coup de cœur, parce que nous, ça va nous permettre d'enregistrer le signal vidéo pour présenter les applications pendant le coup de cœur, justement. Ce qu'on ne pouvait pas faire avant, ce n'était pas toujours évident. Mais surtout, on voit que on peut utiliser aujourd'hui l'iPad comme un vrai outil de présentation en entreprise, voire dans le milieu. La présentation Keynote que tu fais sur ton Mac, elle est pétée quand tu la mets sur l'iPad. C'est vrai. Oui, non mais c'est vrai. Oui, ça pète les transitions, les mises en page et tout, donc ça sert à rien. Ouais, non, mais je pensais pas à ça. Moi, je pensais pas à ça. Je pensais au cartable numérique. Moi, mais bon, c'est un détail. Voilà, mais bon, voilà, c'est intéressant. Et au-delà, c'était l'argument de la concurrence, notamment pour parler d'LG à Barcelone. Qui montrait sa sortie HDMI sur la tablette en disant regardez, vous pouvez jouer directement sur la télé avec la tablette en utilisant comme un joystick. Surtout c'est un pas dans la bonne direction de la part d'Apple qui est un peu control freak, hein. Il faut le control freak en anglais, hein, pas control freak. Ils sont pas du tout control freak chez Apple. Tu penses bien. Le tiroir quai c'est toujours ouvert. Et Madame Jobs est là. Jusque-là, la fameuse sortie vidéo qui avait été montrée au moment du lancement de l'iPad, en fait, il y avait un peu tromperie sur la marchandise. Vous pensiez que vous alliez sortir l'image de l'iPad en vidéo, eh bien pas du tout. Vous n'alliez sortir que les images des applications qui avaient été autorisées à sortir de la vidéo. Vous avez regardé quelle est la version de l'HDMI supportée ? Non, on n'a pas regardé dans les... Non, et c'était le seul accessoire qui n'était pas disponible hier soir. Est-ce qu'il y a HDCP ou pas mais HDCP, c'est des trucs qui sont très intéressants, surtout pour le Blu-ray, etc. Ouais. Là, le Blu-ray, mais même, c'est-à-dire, est-ce que quand maintenant tu vas streamer depuis Netflix,
sur ton iPad pour regarder ton émission en plein écran, bonne qualité, HD. A priori, oui. A priori, oui, puisqu'il y a... Tu vas pouvoir l'enregistrer facilement derrière. A priori, en tout cas, ils ne décrivent aucune barrière. Ils disent le HDMI vous sortira toujours l'image qu'il y a à l'écran de l'iPad. Alors, dernier volet de cette émission, Cédric, tu en parlais tout à l'heure, l'arrivée de GarageBand et d'iMovie. Alors, outre le fait que ça nécessite plus de puissance, il semblerait que maintenant Apple soit prêt à faire évoluer sa tablette et que ça devienne non pas simplement un outil de consultation et de divertissement, mais un outil de création. De création, absolument, parce que depuis le début, on dit c'est une super machine pour consommer du média quel qu'il soit, et c'est vrai. Et là, ça va commencer à devenir une machine de création à peu près crédible. On le disait tout à l'heure, t'as coup, pouvoir tourner des vidéos HD et les monter directement et les publier sur YouTube et ailleurs, etc. C'est pas inintéressant. J'attends de voir ce qu'on peut faire en termes d'enregistrement sonore, de traitement du son, de montage du son avec GarageBand. La démo a l'air vraiment prometteuse. Beaucoup. Après, il faudra voir... ça m'intéresse énormément. L'avantage par rapport au Mac, excuse-moi Cédric, c'est qu'en fait l'instrument il est vraiment c'est l'iPad quoi. Alors que le Mac, il fallait brancher. On pouvait simuler des instruments. Et attends, apparemment on pourra même brancher sa guitare sur son iPad pour utiliser les espèces de pédales wah-wah virtuelles, etc. Donc même les amplis intégrés. Intéressant. Surtout, souviens-toi, parce qu'on fait un peu de backstage, nous, quand on était dans le Studio One de la BBC, moi ça m'a fait rêver, le Studio One de la BBC, où on regardait la keynote en retransmission. J'étais assis à côté d'Olivier Frigara, shabadabada. Ouais. Et quand on a regardé la démo de GarageBand, on a dit, et ça a coûté combien ça ? 49 ? Parce que la démo était longue et il y avait vraiment plein de fonctions. $5. $5. Autant dire, c'est même pas on solde, c'est donné quoi. C'est allez, ça me fait plaisir et en plus je livre à la maison. Est-ce que vous croyez, messieurs, ce sera la conclusion de cette émission, que tout doucement Apple commence à débrider son engin, surtout qu'il monte en puissance avec le double cœur, on en parlait tout à l'heure, et que à terme il va être véritablement une alternative à l'ordinateur, voire un jour le remplacer purement et simplement. Non, il y a toujours une limite qui est la limite de l'interface où d'ordinaire on met pas, comme sur le Mac que j'ai devant moi, l'écran et le clavier dans le même plan, et il y a des raisons purement ergonomiques à ce genre de choses, et ça sur les tablettes ça changera pas. On peut rajouter des add-ons, etc. Je pense pas qu'ils aient vendu beaucoup de claviers externes pour l'iPad première génération. Apparemment, surtout qu'il n'y aurait plus le dock avec le clavier commercialisé. Il semblerait qu'il arrête. Ils l'ont sorti du marché. Dommage, vite, rachetez-le en solde avant qu'il disparaisse. Apparemment, il n'y est plus. Maintenant, il faut utiliser le clavier Bluetooth. Prendre un clavier Bluetooth. Mais ça restera, à mon avis, quand même surtout une machine de consultation. Même si moi, par exemple, je suis parti à Londres avec juste l'iPad sous le bras, j'ai pas pris de MacBook. Pour prendre des notes, pour taper des trucs, pour regarder les mails, ça va très bien. Donc c'est pour de la consommation et de la création un peu light, le problème n'a pas changé. Maintenant c'est vrai qu'ils n'hésitent plus à faire migrer dessus des outils qui sont des outils de création, mais qui peuvent profiter vraiment de l'interface tactile, parce que monter directement en tactile, ça fait du sens. Créer de la musique, monter du son là aussi en tactile, ça fait du sens. Donc finalement c'est logique que ce soit ces outils-là. Mais je suis à la limite plus convaincu par ça que par Pages, Keynote, etc., que par des applications bureautiques. Donc les capacités de création des tablettes, et de l'iPad en particulier, sont encore limitées du fait même de ce qui fait aussi l'intérêt de la machine. Rodrigo, tu crois vraiment que l'iPad pourra un jour supplanter l'ordinateur ? Moi, ce qui me gêne, en fait, ce qui me gêne sur la création sur Apple, c'est que c'est quand même assez difficile de taper sur un clavier virtuel par rapport à un clavier normal, à la vitesse de la productivité de l'homme. Donc tout ce que tu fais sur un iPad aujourd'hui est forcément plus lent en termes de productivité que ce que tu peux faire. Oui, mais par productivité n'est pas forcément liée au clavier, Rodrigo. On le voit avec GarageBand ou avec iMovie, où tu n'utilises pas le clavier. Non, mais je comprends, il y a des interfaces pour d'autres types d'usages, mais pour remplacer l'ordinateur, je crois que c'est pas adapté. On en a parlé il y a très longtemps, mais tu vois, par exemple, le multitâche d'iOS n'est pas adapté à la productivité actuelle. On a 5 ou 6 applications ouvertes en parallèle, on switch extrêmement vite. Quand on a 2 écrans comme moi maintenant, on fait plein de trucs en même temps. On peut pas faire ça sur iOS parce que c'est pas adapté. Il te faut une tablette Honeycomb alors, parce que là par contre arrête avec ta tablette Honeycomb, elle est faite pour quoi. Non mais c'est vrai. D'un côté, Rodrigo, sur ordinateur, t'as pas les usages de monsieur et madame tout le monde. Même si tu mets un A5 ou un A6 ou un A7 ou un A8, ça ira pas chercher la puissance d'un quad-core ou d'un 12-core que fait un Mac Pro pour du traitement photo, du traitement vidéo, même si c'est très joli ce que fait GarageBand et tout ça. Donc c'est plutôt, en termes de création, une machine d'appoint
solution de secours, un petit peu le débat qu'on a eu avec les netbooks, tu vois, il y a 2 ans, que la machine qui te remplacera ton ordinateur principal. En tout cas, en fait, le Switch, il se fera le jour où Apple sortira un iPad qui n'aura pas besoin d'un ordinateur. Voilà, c'est la synchronisation. On pourra sauvegarder over the air, qu'on pourra mettre à jour à travers le réseau, qu'on n'aura pas besoin de connecter un PC ou un Mac. Je donne un exemple. Moi, j'utilise beaucoup une appli qui s'appelle Evernote pour la prise de notes. Et pourquoi je prends ça, c'est que de temps en temps j'utilise mon Mac Pro, de temps en temps mon MacBook Pro, de temps en temps mon iPhone, de temps en temps mon iPad, et j'utilise la même application pour saisir mes notes et elles sont organisées, synchronisées entre tous mes appareils automatiquement. C'est un petit peu le pendant de ma productivité légère, de ce que je fais avec mon partage de fichiers sur Dropbox. Donc en ce sens-là, oui, un terminal de consultation clairement, un terminal de création juste d'appoint. Certainement pas. En tout cas, une chose est sûre, Rodrigo, c'est que l'iPad a fait beaucoup de tort au netbook, ça, on en est sûr aujourd'hui. Messieurs, il est tard, on va passer à vos coups de cœur. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir ? J'ai eu un coup de cœur, mais vraiment d'un truc que j'utilise tout à coup. Ça s'appelle Read It Later. Alors, des applis comme ça, il y en avait d'autres. Moi, je me souviens très bien de Instapaper, par exemple. Application qui permet de sauver pour plus tard des pages web qu'on est en train de lire, un peu comme des marque-pages intelligents, bref, quelque chose qui vous compilerait toutes les choses que vous avez lues et aimées. Et Read It Later 1, c'est une app qui va vous lister tous les papiers, les pages web que vous voulez garder, donc jusque-là très bien. Surtout, vous pouvez les sauver de n'importe où, c'est-à-dire que si tu m'envoies un lien dans un message sur Twitter sur iPhone, je peux directement le renvoyer dans Read It Later, idem sous Firefox, Chrome et ailleurs, grâce à de petits bookmarklets, Safari pareil, quelle que soit la machine, au bureau, à la maison, etc. Et ça donne cette liste, voilà la liste des papiers que j'ai, deux ou trois intérêts que j'aime beaucoup. On va prendre un papier au hasard, voilà celui-là. Regardez, là on est dans une lecture offline, c'est-à-dire que le texte de l'article a été sauvegardé, je peux le lire même si j'ai pas de réseau. Si je veux la page web, je clique en haut et j'aurai la page web complète. Deuxième chose, alors ça marche dans l'appli gratuite, Read It Later Free. En ce moment, l'appli payante qui permet de faire plus de choses en termes de partage, etc., coûte 79 centimes, donc $1, donc rien. Et alors, il y a une fonction qui, elle, coûte 5 $, mais on le paye une seule fois. C'est la fonction Digest. Je vous présente, voici le Digest de tous les papiers, par exemple sur Apple que j'ai sauvés, qui vous classent automatiquement selon leur sujet. Moi, j'ai rien fait pour créer ce digest-là. Ça donne une lecture beaucoup plus fluide et intéressante. Non, vraiment, Read It Later, c'est très beau, très professionnel, très fluide. Et ça pas marche cher. Je suis amoureux de cette nouvelle app. Ça marche sur l'iPad, sur l'iPhone. Ça y est, voilà, c'est officiel. Cédric est amoureux. Ça a été dur. Rodrigo, ton coup de cœur ce soir. Moi, j'ai un coup de cœur et un coup de gueule. Allons-y. Le coup de gueule, c'est que j'ai dépensé beaucoup d'argent, non pas sur iBooks, le store de Monsieur Jobs, mais sur Kindle, sur Amazon. Via l'application ou avec Avec l'application. Ouais. Et donc, vous voyez, moi j'ai acheté plein de bouquins. Si, j'ai acheté. Ce qui est super, c'est que le one click, tiens, je veux ce livre, clique, et c'est des livres que j'achète à $10, $20, $30. J'en ai même d'autres 2 ou 3 à $40 sur la photo, donc c'est quand même de l'argent, quoi, comparé aux applications iPhone. Ça se synchronise super vite. Ça prend genre 20 secondes pour synchroniser un livre. Le one click est très $1 sur Amazon. Tout ça est magnifique. Je suis ravi d'avoir ça. Donc ça, c'est ton coup de cœur. C'est que c'est en couleur et que ça ne pèse que ça. Hein. Tu sais que ça va disparaître. Tu es au courant. Mais c'est vachement bien. Le coup de gueule, en revanche, c'est encore une fois les mecs qui nous font chier. C'est les gestionnaires de droits. Je voulais acheter le bouquin de Tony Hsieh, le patron de Zappos, qui a fait un bouquin sur le Customer Success et Satisfaction et tout ça. Donc évidemment, je peux l'acheter en papier, je peux l'acheter en hardcover, en softcover, livré à la maison à Paris avec 17 € d'UPS, tout ça. Mais si je veux l'acheter en Kindle, ah non, pas le droit. Ah non, la version électronique n'est pas disponible pour votre territoire. Ça doit vouloir dire que l'éditeur a vendu les droits à un éditeur français qui va en faire une version française. Oui, je m'en branle, je l'ai acheté en anglais, mon compte est aux États-Unis, mon compte iTunes est aux États-Unis, enfin bon, pourquoi il m'emmerde là-dessus? Et j'aurais bien voulu le downloader. Et l'autre deuxième petit coup de cœur, c'est que la plupart des fichiers, pas tous, sont transformés en HTML 0.9. C'est ultra laid, alors que quand je download un PDF, la mise en page est parfaite, magnifique, superbe.
Et je sais pas pourquoi on download 1.0. Donc voilà, donc Kindle pour acheter des bouquins, c'est super, j'en ai acheté plein. Sur la photo, sur le business, pour me détendre. Mais il y a encore des bugs. Dernier petit coup de cœur, c'est sorti il y a 2 heures. Moi j'ai eu la chance de le voir il y a 3 ou 4 mois. Je l'ai vu fin novembre à Monaco. C'est faire du copinage. Mon copain Yuri Engeström, qui avait fait une jolie boîte qu'il a vendue à Google, vient de lancer il y a 2 heures un nouveau réseau social, s'appelle Ditto, D-I-T-T-O, et c'est un mélange de Foursquare et de Facebook et de Twitter. Ça va forcément marcher alors. Mais pas pour faire ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est pour dire ce que vous avez envie de faire tout à l'heure. Ah, tu dis pas ce que tu fais, tu dis voilà ce que... D'accord. Je vais prendre un verre au Starbucks, vous mettez je vais aller prendre un verre Rodrigo, au Starbucks. J'ai envie d'aller me coucher là. Qui veut venir? Voilà, on va y aller là. Donc, Ditto, Olivier is in bed. Mais t'arrêtes pas de faire bip 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 sur ma plateforme là. Vous voyez, il y a Ditto, enfin machin qui vient de nous rajouter comme hop, je vous montre pas parce que mes enfants dessus. Voilà. Bien. Mon coup de cœur, c'est d'abord un petit coup de chapeau et un coup de cœur à mon ami Jean-Christophe Linder, qui est un passionné d'art contemporain, qui a eu la bonne idée d'à la fois mêler sa passion et son métier. Sa passion, l'art contemporain, son métier, c'est de faire des accessoires pour iPhone, et il a fait ça. Ce sont des petits accessoires, des petits coques pour iPhone. Il y en a qui sont signés Philippe Huart. C'est tiré à 1000 exemplaires, ça vaut une trentaine d'euros, mais c'est assez unique. Vous voyez, ça sort vraiment de l'ordinaire. Ah oui, c'est un aimant sur le côté et tu as en 10 couleurs, c'est ça? Non, tu as vraiment tu as 3 modèles là pour le moment, c'est 1000 exemplaires, les 2 premiers. C'est des motifs d'œuvres de Philippe Huart qui sont adaptés au dos et au coque de l'iPhone. C'est une coque d'iPhone sur laquelle il y a un procédé il s'est vraiment cassé la tête, donc je voulais le saluer pour que vraiment l'œuvre soit la plus fidèle possible sur la coque. Ça vaut le prix d'une coque normale. En plus, ça vaut je crois que ça coûte 29 €. Voilà, et c'est commercialisé par Novodio. Voilà, merci messieurs d'avoir participé à ce 52e numéro. Voilà, on va ralentir un petit peu le débit. Donc, on refait le Mac. Merci beaucoup. Alors, un jour, on la fera en direct, juste pour le fun, en public. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec Cédric, avec Rodrigo et j'espère avec Monsieur X. On va parler quoi, monsieur, la semaine prochaine? On va parler Lion, qui arrive en version en bêta. Il faudra bien réviser. À la semaine prochaine, messieurs. Au revoir. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.